Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux d'explication des règles. Ici Swatch et aujourd'hui nous allons déguster Daimyo, la renaissance de l'Empire, un jeu de Jérémy Ducret illustré par Anthony Wolf et Dimitri Chapuis. Un jeu de 1 à 4 joueurs avec une version solo que je vais vous expliquer ici. Une version aussi spéciale pour 2 joueurs que je vais vous expliquer également. Un jeu quand même costaud, un jeu expert, on peut le dire, annoncé en tout cas à partir de 14 ans, et un jeu annoncé pour 90 minutes, mais compté quand même facilement 120 minutes, en tout cas pour vos premières parties ici. J'ai 4 parties, elles n'ont jamais été en dessous de 120 minutes, donc peut-être un peu plus tard, vraiment quand on est des joueurs aguerris, mais sinon compter quand même au moins 120 minutes. Donc voilà, le thème de Daimyo ne transpire pas dans les mécanismes, mais le thème est un thème post-apocalyptique, donc les quelques hommes qui ont survécu, c'est nous, et nous allons récolter des reliques, et les reliques, ce sera des morceaux de machines à laver, ou des ordinateurs, ou des casques audio, et on va les reconstituer pour les vénérer, parce qu'on ne sait pas à quoi ça servait, et donc nous avons décidé de vénérer ces vieilles reliques. Voilà pour le thème. Nous allons nous voyager entre des différents no man's land, et nous allons tenter d'envoyer nos gouverneurs pour avoir le plus d'influence dans ces no man's land, puisque c'est un jeu essentiellement de majorité et de draft de dés. Voyons ça tout de suite ensemble. Voilà donc le plateau du jeu, un plateau joueur que j'ai installé, des cartes héros qui sont disponibles à l'achat. Vous avez des objectifs qui ont été tirés au hasard pour la partie. Il y en a 3 verts et 1 rouge pour chaque partie, et c'est à tirer au hasard parmi une douzaine de cartes. Donc vos parties varieront bien. Vous avez ici les cartes pour jouer en solo, j'y reviens par après, et vous avez votre plateau personnel avec vos 4 bâtiments des technofermes et 4 bâtiments des relais satellites. Vous avez les différentes actions que vous allez pouvoir faire, une piste ici de stock, et voilà, et vous avez le plateau. Donc c'est quoi l'objectif du jeu principal de Daimyo? C'est de gagner les majorités. Vous voyez ici le plateau est mis sur sa version 2 joueurs. Au verso, vous avez la version solo 3 et 4 joueurs. Pour la version 2 joueurs, il n'y a que 4 No Man's Land disponibles. Il y en a plus pour la version 3 et 4 joueurs. En version solo, c'est aussi 4 No Man's Land, mais c'est sur l'autre côté. Et donc, vous avez le No Man's Land ici, bleu, le rouge, le jaune et le violet. Et donc, votre objectif principal, ça sera de grimper votre influence, de faire monter votre influence sur chacun de ces No Man's Land pour gagner les majorités, puisque le jeu se joue en 5 tours, et à la fin de chacun des tours, eh bien, celui qui aura la plus grande majorité d'influence, la plus grande influence dans un No Man's Land, gagnera 3 points, 1 point pour le second, même chose pour le deuxième tour, troisième tour un peu plus, quatrième et cinquième, 7 et 3 points. En cas d'égalité à la première place, on additionne les 2 points et on les divise par le nombre de joueurs à égalité. En cas d'égalité à la seconde place, on prend simplement les points de la seconde place et on la divise par le nombre de joueurs à égalité en arrondissant à l'inférieur. Donc voilà. Donc ça, ce sont principalement les points qu'on va gagner en cours de partie. Donc les points des majorités. Vous aurez des points extra que vous gagnerez qui ne sont pas à négliger, parce qu'ils sont, ils sont loin d'être à négliger. Vous avez les points des objectifs ici. Donc le premier joueur qui réussit l'objectif va placer un de ces petits pions objectifs, et donc le deuxième pourra prendre juste la deuxième place, un peu moins de points de victoire et un bénéfice en moins. Donc c'est une course, ces objectifs, en sachant que cet objectif-là, il n'y a qu'une seule joueuse qui pourra l'atteindre. Les deuxièmes l'auront pas. Donc c'est pas mal, c'est 5 points, c'est une course supplémentaire, donc intéressant. Vous allez donc gagner en cours de partie des points de victoire là. Vous allez également gagner
gagner en fin de partie. Ce sont des cartes héros que vous allez pouvoir acquérir en cours de partie et vous allez gagner. Vous allez à la fin du jeu additionner les coûts de vos cartes héros en pièces. Vous allez additionner les pièces qui vous restent en fin de partie avec le coût de vos cartes héros, et le joueur qui aura le plus de coûts additionnés pourra récupérer aussi des points de victoire. C'est marqué dans la petite fiche de points de victoire, vous voyez. Pour les héros, à 2, 3, 4 joueurs, le premier gagne 10 points, le deuxième 5 et le troisième 2. Vous avez aussi des points pour vos reliques. Donc les reliques, c'est ceci, une relique reconstituée. Donc c'est 4 parties de reliques mis ensemble. Vous voyez ici, c'est la relique ordinateur. Donc, si vous avez des avantages en cours de partie en reconstituant des reliques, mais en plus, en fonction du nombre de reliques que vous aurez réussi à constituer, vous gagnerez pas mal de points bonus également. Les bâtiments, vous avez donc vos technofermes et vos tours radio. Ils sont là. Eh bien, en fonction du nombre de bâtiments de chacun que vous aurez construit, vous gagnerez des points supplémentaires. Vous allez gagner aussi des points pour chaque 5 ressources qui vous restent, hors compris les pièces, et 2 points de victoire si vous avez le jeton premier joueur. Donc voilà comment vous gagnez des points de victoire, donc essentiellement par les majorités, mais vous allez aussi en gagner des supplémentaires grâce aux objectifs, une majorité sur les coûts de vos cartes héros que vous aurez récupérées, et vos reliques aussi en fonction du nombre de reliques et vos bâtiments. Voilà. Alors, comment se joue la partie? Donc, la partie, vous l'avez vu, ça se joue en 5 tours. À chaque tour, eh bien, chaque joueur va drafter un dé. Donc, on va jeter tous les dés. Enfin, les dés, c'est en fonction du nombre de joueurs. Hein, donc, vous allez jeter d'abord tous les dés. Et donc, pour le tour en cours, le premier joueur va prendre un dé. On va dire qu'il va prendre le 6. Il va le placer sur une action qu'il veut faire. Et puis, il va réaliser son action. Puis le second joueur va prendre un autre dé, on va dire qu'il va prendre, je ne sais pas moi, le 5 vert, et il va aussi réaliser, etc. Chacun à son tour va prendre des dés, vous allez prendre un dé et vous allez réaliser l'action correspondante au dé que vous avez pris. Donc c'est comme ça que se joue un tour, donc on le joue 3 fois. Donc, à la fin du tour, chaque joueur aura 3 dés et donc aura réalisé 3 actions. On ne regarde pas les chiffres, donc ce qui est important, c'est la couleur. La couleur du dé va indiquer l'action que vous allez pouvoir faire. Et quand chacun a ses 3 des actions devant lui, on réalisera les actions de fin de tour, puis on passera au tour suivant, on diminuera le jeton de compte tour au deuxième tour, on va prendre les points de victoire en fin de tour, et on passera au deuxième tour, et rebelote, on rejette tous les dés, et chacun à son tour va drafter un dé et réaliser l'action correspondante. Alors, c'est quoi les actions que vous allez pouvoir faire? Eh bien, commençons par peut-être par celle-ci, par engager, donc vous engagez un... j'ai oublié son nom. Donc, engager un gouverneur ou une ombre. Comment est-ce que ça se passe? Vous allez devoir payer... On va dire que c'est du riz, je suppose que c'est du riz. On va aller devoir payer du riz pour engager un gouverneur ou une ombre. Donc comment est-ce que ça se passe? On va regarder où se trouve votre compteur. Votre compteur est là en face de 1. Donc pour engager un gouverneur, vous payez un riz et vous allez placer un gouverneur. Et puis vous descendez votre marqueur ici, et là, si vous voulez, vous pouvez en engager autant que vous voulez. Donc vous pouvez payer un second riz pour placer un second gouverneur, puis vous descendez. Et si vous voulez continuer à en engager, là vous devrez payer 2 riz. Donc ici c'est un jeton de 3, vous devrez payer 2 riz, et vous pouvez engager par exemple une ombre. On va mettre une ombre. Et puis vous descendez. Et vous pouvez continuer. Donc vous engagez jusqu'à quand vous ne savez plus payer en général, puisque plus vous savez payer, autant faire l'action à son maximum. Donc vous engagez les différents. Donc à chaque fois que vous engagez, vous diminuez votre compteur, ce qui fait que le coût pour engager va devenir plus grand. Donc là, quand il est là, le coût sera de 3. Et quand vous l'engagez, même chose, vous le déplacez ici. Et ici, vous voyez un cadenas. Donc il va rester là.
Donc, quand vous engagerez encore des gouverneurs ou des ombres, vous devrez toujours payer 3 bols de riz, sauf si, à n'importe quel moment, vous payez 2 pièces d'or, hein, donc des pièces d'or comme ceci, 2 pièces d'or pour passer de l'autre côté et recommencer un tour et permettre donc au début de ne devoir pas payer trop cher les gouverneurs et les ombres que vous engagez. Donc quand vous engagez un gouverneur, vous prenez votre gouverneur, vous le placez sur un des endroits libres d'un des no man's land. Par exemple, vous le placez ici. Et vous augmentez, donc quand vous placez un gouverneur, c'est marqué là, vous augmentez de 2 l'influence que vous avez sur le no man's land. Donc ça, c'est le premier avantage des gouverneurs, c'est que ils vous permettent d'augmenter votre influence assez facilement. Le coût en riz n'est pas trop important. Et en plus, ils ont un deuxième avantage, c'est que pour l'action récoltée, ils vont récolter la ressource où il se trouve. Mais j'y reviens quand je reviens pour l'action récoltée. Donc, placer un gouverneur vous permet d'augmenter de 2. Ici, vous voyez, j'ai deux gouverneurs, donc c'est normal que je suis à 4. Etc. Donc, c'est comme ça qu'on va augmenter principalement notre influence. Quand je place une ombre, je la place sur un des endroits ici. Je vais probablement plutôt le placer ici parce que le premier qui en place un reçoit 3 sous. Et quand je fais ça, j'augmente donc c'est marqué ici. Donc là, déjà le drapeau, j'augmente de 1 mon influence. Mais en plus, je vais tuer un gouverneur adverse. Donc ici, j'ai pas pris, mais imaginons que celui-ci est jaune, par exemple. Je l'enlève, j'enlève l'adversaire. Et donc l'adversaire va reculer son compteur d'influence de 2. Donc c'est vraiment un très très bon coup de faire ça, puisque ça va vous rapporter des sous, ça va vous permettre d'augmenter et de diminuer en général le premier, donc de prendre souvent la majorité quand vous faites ça. Mais attention, vous n'avez que 3 ombres en tout dans votre stock, et une fois que vos 3 ombres ont été placées, eh bien vous ne pouvez plus en placer. Donc ça va faire que 3 fois pendant la partie. Donc autant, je vais dire, une des bonnes façons de les jouer, c'est lorsque tout est rempli. Toutes les places de gouverneurs sont remplies, donc on se bat vraiment à fond. Et bien à ce moment-là, vous placez une ombre, vous détruisez le gouverneur adverse et vous venez vous placer un de vos gouverneurs. Donc vous augmentez de 3, il y a un de vos adversaires qui diminue de 2 et vous restez avec des emplacements limités et tous pris. Si lui veut faire la même chose, ben, il pourra le faire, mais ça lui rapportera déjà plus qu'une seule pièce. Donc, à voir si le coup en vaut la chandelle, comme on dit. Voilà. Ça, c'est pour la première action de engager des gouverneurs et des ombres ou des ombres, en sachant que, vous voyez le petit symbole ici, infini, vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez. Donc, vous pouvez en engager autant que vous savez payer. Même chose pour la... on va passer à cette action-ci, l'action récolte de ressources. Eh bien, là, vous avez vu, je vous en ai parlé déjà. Donc là, vous allez récolter la ressource où se trouvent vos gouverneurs. Vous allez prendre toutes les ressources, vous allez regarder un peu partout sur le plateau où vous avez des gouverneurs, vous prenez les ressources et comme vous le voyez sur votre plateau personnel, vos gouverneurs rapportent les ressources, mais aussi vos fermes. Donc si vous avez construit une ferme, les fermes se construisent ici, j'y reviendrai quand j'expliquerai l'action ferme, eh bien cette ferme-là vous rapporte aussi un métal. Donc ça, c'est tout simplement l'action de récolte. Ce que vous pouvez faire également, c'est construire. Et ici, même chose, vous voyez, un sigle infini, vous construisez autant de technofermes ou de tours radio que vous voulez en payant les ressources. C'est quoi les ressources? Les ressources sont indiquées ici. Donc pour construire une technoferme, ça vous coûte 2 cristaux et un métal. Vous prenez donc la technoferme qui est là, vous la placez sur un des emplacements à droite, peu importe. Hein, donc vous pouvez mettre une technoferme de votre couleur à côté d'un gouverneur adverse. Hein, donc il ne faut pas matcher les couleurs. Et donc vous payez et vous placez, vous avez une tuile bonus. Et ça c'est génial dans le jeu, c'est que vous allez pouvoir mettre la tuile bonus sur votre plateau, un peu comme dans Site. Et dorénavant, cette action-là vous rapportera ce bénéfice
bénéfice-là. En sachant que maintenant, quand vous voulez construire une seconde technoferme, elle vous coûte un peu plus cher, donc toujours 2 cristaux et un métal, plus un cristal. Vous n'êtes pas obligé de faire dans l'ordre, hein. Si par exemple vous décidez de construire celle-ci, ok, vous la construisez, imaginons que vous la mettez là, donc vous ne gagnez rien, hein. En la plaçant, vous ne gagnez pas d'influence, rien du tout, elle vous permet simplement de récolter plus de ressources en cours de partie, quand vous faites l'action récolte, et en plus, elle dégage une petite tuile bonus que vous allez pouvoir placer ici, par exemple. Donc, j'y reviens avec ces tuiles bonus. Et attention maintenant, quand vous reconstruisez une technoferme, vous payez 2 cristaux, un métal, un 3e cristaux et un 4e cristal. Donc, ça va devenir de plus en plus cher. Même chose pour les tours radio. Les tours radio, c'est un petit peu différent. Là, vous voyez un petit 2. Donc, quand vous construisez une tour radio, vous la placez aussi sur un emplacement de construction. Là aussi, les couleurs doivent pas... Mais elle vous rapporte pas la ressource. Lorsque vous faites l'action de récolte, vous ne voyez pas votre tour radio. Donc, elle ne rapporte aucune ressource. Par contre, elle vous permet d'augmenter de 2 votre influence dans le No Man's Land correspondant. Donc c'est une autre manière d'augmenter son influence dans un No Man's Land, mais ça ne vous rapporte pas de ressources, contrairement au gouverneur qui fait les deux en fait. Hein, ça vous rapporte les ressources et ça vous augmente votre influence dans un No Man's Land. Même chose, vous dégagez une petite tuile que vous allez placer sur votre plateau personnel et dorénavant, vos tours radio vous coûteront un petit peu plus cher. Donc ici, c'était 2 métals et un cristal. Maintenant, ça devient 3 métaux et un cristal pour construire la suivante. Alors, c'est quoi cette petite tuile? Donc, ces petites tuiles, c'est assez génial puisque ça va vous permettre d'avoir une amélioration lorsque vous exécuterez l'action en question. Donc, c'est par exemple, vous le mettez ici. Eh bien, quand vous réalisez cette action-ci, vous allez pouvoir en plus faire ce bonus avant ou après l'action. Donc ça, ce sont tous les bonus d'action. Vous avez aussi un bonus ici que vous pouvez mettre, mais j'y reviendrai. Mais imaginons que vous avez construit n'importe celui-ci. Vous pouvez le mettre là. J'y reviendrai quand je vous expliquerai comment on active ceci. Et même chose ici. Donc ça, ce sont les 2 tuiles jaunes qui sont ici. Les 2 tuiles jaunes ne peuvent être mises que là. Et c'est les actions en fin de tour. Donc là, ça vous rapportera que en fin de tour. Donc voilà pour l'action de construction. Donc j'ai expliqué ces 2-là. Maintenant, je vais vous expliquer les 2 dernières. Celle-ci d'abord. Celle-ci, en fait, vous avez un baroudeur, un petit pion comme ça, qui va voyager. Et vous allez prendre des tuiles. Attendez que je regarde. Ouais. Vous allez prendre des... Donc, c'est quoi cette action? C'est l'action ici. Vous déplacez votre baroudeur d'abord. Donc, vous prenez votre petit baroudeur et vous le déplacez, par exemple, ici. Et voilà. Et vous pouvez prendre une des tuiles reliques qui est là. Donc vous prenez la tuile, vous la mettez dans votre stock et vous en piochez une avec un beau petit sachet, vous voyez. Vous en piochez une au hasard que vous allez placer à la place de la tuile que vous avez prise. Donc vous faites ça une fois et puis vous déplacez encore une seconde fois, donc par exemple ici, et vous prenez encore une fois la tuile. Ah zut, c'est pas ça, je vais plutôt venir ici, je vais prendre cette bleue-là pour continuer mes bleus. Je place ma tuile et même chose, je reprends une tuile au hasard que je place ici. Donc voilà, ça c'est l'action, vous voyez ici, 2 fois, je déplace 2 fois mon baroudeur et je prends une des tuiles reliques. En plus, à chaque fois que je me déplace, je peux en plus faire cette action et cette action. Et où cette action? Celle-ci consiste à dépenser n'importe quelle ressource, métal ou cristal, pour mettre 2 des tuiles reliques dans le marché noir. Donc le marché noir, il est là. Donc imaginons que je suis ici, je peux payer par exemple une ressource, hein, et
Donc imaginons que je le fasse plutôt là par exemple, et je mets 2 tuiles, ces deux-là, que je mets dans le marché noir. Et je repioche bien sûr toujours, chaque fois que c'est vidé, je repioche et je remets à la place. Ça c'est la première action qu'on peut faire, dans chaque no man's land où on se déplace. Et la deuxième, en payant une pièce d'or, on peut prendre une des tuiles qui se trouve dans le marché noir et le mettre dans son stock. Donc, autrement dit, je me déplace 2 fois. Donc, je reprends mon baroudeur, il est là. Je me déplace une fois. Je prends une des tuiles. Je peux éventuellement payer une ressource pour mettre des tuiles au marché noir. Je recomplète. Je me déplace une seconde fois. Je prends une des tuiles, je peux éventuellement payer une ressource et les mettre au marché noir. Et en plus, donc je me déplace, je prends une des tuiles, je paye une ressource pour mettre au marché noir, et en plus je peux payer une pièce pour prendre une des tuiles au marché noir. Puis je me redéplace. Je peux enlever des tuiles si je veux les mettre au marché noir. Et je peux payer aussi une pièce pour prendre une tuile au marché noir. Donc au maximum, comme je me déplace 2 fois et que je prends 2 tuiles, et en plus je peux éventuellement payer 2 fois au marché noir, au maximum, en une action, je peux prendre 4 tuiles reliques, ce qui peut me permettre, regardez ici, je prends encore je paye une pièce pour prendre celle-ci au marché noir, et je reconstitue une relique. Quand j'ai réussi à reconstituer une relique, je prends un de mes marqueurs, donc je regarde la couleur, ici c'est bleu, je prends un de mes marqueurs reliques, je mets sur le No Man's Land bleu, sur les endroits reliques. Alors vous voyez, sur les endroits reliques, vous avez 1, 2 et 3 points d'influence, donc vous allez le mettre probablement, plus que probablement, sur le 3, et vous gagnez 3 points d'influence. Le joueur suivant qui fera ça, passera sur le 2, gagnera 2 points d'influence, et le dernier en placera sur le 1 pour gagner un seul point d'influence. Donc c'est une autre manière de gagner des points d'influence, c'est de récolter ces tuiles reliques qui coûtent rien. Hein. En fait, elles coûtent rien. Hein. Vous vous déplacez, vous les prenez, sauf celles que vous prenez au marché noir qui vous coûtent une pièce. Mais sinon, c'est une façon un peu alternative de prendre de l'influence sans devoir dépenser de ressources, puisque ici, vous devez dépenser des ressources pour mettre vos gouverneurs ou vos ombres, et là, pour mettre vos bâtiments, vous devez dépenser des ressources. Là, vous prenez les tuiles reliques, et quand vous arrivez à constituer 4, eh bien, vous prenez de l'influence, entre guillemets, gratuitement. Donc, mais attention, vous avez un stock limité. Donc, ce que j'ai fait ici, en prendre 4, je ne peux en prendre 4 que si j'ai un stock minimum de 4. Et une fois qu'une relique est constituée, elle prend une seule place. Donc ici, comme j'avais déjà une relique, il me fallait un stock minimum de 5 pour construire ma deuxième relique, puisque prendre les 4, ça fait 1, 2, 3, 4, 5 places, et puis les reconstituer, maintenant j'ai 2 places. Donc pour reconstituer ma suivante, j'ai déjà 2 places de prise pour mes 2 reliques, donc il me reste plus que 3 places, ce qui n'est pas assez pour construire une relique. Il faudra donc que j'augmente mon stock de 1. Et comment est-ce que j'augmente mon stock? Eh bien, c'est la dernière action, justement. Je prends un dé bleu, je le place ici, j'augmente mon stock de 1, je peux piocher une de mes cartes héros, j'y reviens avec les cartes héros, je peux piocher une de mes cartes héros, et donc j'augmente mon stock de 1, ouf, je pioche une de mes cartes héros, si je suis le premier joueur à l'avoir fait, je reçois le pion premier joueur, ce qui me permettra de choisir qui sera le premier joueur au tour d'après. Et ensuite, mais attention, je dois être le premier joueur à l'avoir fait, à faire l'action bleue. Et puis ensuite, je peux choisir une des 3 tuiles bleues du centre du plateau pour me donner un petit bonus. Voilà donc ces 3 tuiles bleues. Si je prends celle-ci, eh bien celle-ci me permet de me déplacer un de mes gouverneurs et de gagner la ressource où il arrive. Celle-ci permet de gagner une des reliques où se trouve mon fouilleur. Et celle-ci me permet de prendre soit une pièce, soit un bol de riz. Quand je choisis une de ces tuiles, je la retourne. Et donc la prochaine fois qu'un joueur fera celle-là, il pourra choisir ici de piocher 2 cartes ou les 2 autres. Ici, il gagnera 1 en stock, et là, il pourra choisir ces 2 ressources-là, quand il fera cette action-là. Donc ça, c'est prendre le bonus d'une des tuiles pentagonales. Voilà, donc les 5 actions sont expliquées.
Maintenant, on va venir aux cartes héros. Les cartes héros vont changer un petit peu la donne, puisque vos cartes héros ont un chiffre. Je vais vous montrer ça ici. Voilà. Ont un chiffre en haut à gauche. Et ce chiffre, c'est en fait correspond à la valeur de vos dés. Donc, par exemple, cette carte-là, j'ai un dé de valeur 3, je peux donc jouer cette carte-là. Et à mon tour, en fait, je prends un dé, et ensuite, je vais pouvoir réaliser, donc par exemple, je prends ce dé-ci, je le place là, je vais pouvoir réaliser dans l'ordre de mon choix l'action, le bonus de la tuile bonus, s'il y en a une en face de l'action que je choisis, et le bonus d'une de mes cartes actions. Donc je ne peux pas jouer plusieurs cartes actions en tour, à chaque tour je peux jouer qu'une seule, dont la valeur correspond à la valeur d'un ou de plusieurs de vos dés. Donc par exemple, dans ce cas-ci, je prends le D3, je peux jouer en plus cette carte action et faire l'action correspondance. Si au tour d'après, je prends un dé de valeur 2, eh bien j'ai 5, c'est suffisant pour pour jouer cette carte. Et puis si au tour d'après, je joue un dé de valeur 5, j'ai 5 plus 2, 7, je peux jouer cette carte. C'est un petit peu, donc, et alors ces cartes offrent des effets, il faut lire, hein, toutes les cartes c'est bien expliqué sur la carte. Par exemple ici on pioche une carte et on reçoit un or, là on reçoit un or et on peut acheter une carte héros en payant un or de moins, et là on peut gagner une tuile de relique où se trouve notre fouilleur. Donc ça ce sont les 3 cartes de départ du joueur mauve. Donc le joueur mauve a un pouvoir unique que lui seul peut utiliser, plus 3 cartes avec un pouvoir spécifique pour ce joueur. Donc, les cartes, vous en jouez une par tour maximum, vous pouvez en jouer 0. Vous pouvez réaliser son action avant ou après l'action du dé que vous avez choisi, et sont en fonction des valeurs du dé, en sachant que vous pouvez toujours défausser une carte pour augmenter ou diminuer la valeur d'un dé. Donc, imaginons que je veux absolument jouer cette carte-là, et que j'ai ici un 2 par exemple, et bien en défaussant une autre carte, je monte ma valeur à 3 et je peux donc jouer ma carte ici. Donc voilà, donc ces cartes sont très très intéressantes, et c'est ça qui va faire aussi avec vos tuiles bonus que vous allez dégager quand vous allez construire vos bâtiments. C'est ça qui va faire un petit peu tout le sel du jeu, c'est de pouvoir optimiser vos jeux de la carte, vos bénéfices dans tous les sens, un petit peu comme dans Baladin, vous allez devoir optimiser tout ça, et ça va faire aussi des tours assez longs, hein, quand c'est à vous à jouer, pour savoir quel dé vous allez choisir en fonction de la valeur de vos cartes, de vos objectifs, des objectifs, de vos valeurs de vos cartes, j'ai dit de vos bonus. Quelquefois, l'analyse paralysis fait rage, mais bon, on le sait, on doit essayer de jouer un petit peu plus rapidement, je dirais. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, je vous disais qu'une partie peut bien être plus grande que les 90 minutes annoncées. Mais en même temps, c'est ce qui fait tout le sel du jeu, hein, d'optimiser tout ce choix de dés, de couleurs, de valeurs en fonction de vos cartes, c'est assez fantastique. Surtout qu'en plus, comme je le disais, chaque clan a une particularité unique. Et cette particularité unique ne s'active que si la valeur de vos dés dépasse 13. Donc ici, dans ce cas-là, c'est pas le cas, hein, je suis à 10, mais imaginons que celui-ci serait sur 5, je serais donc à 13 ou plus, et donc je peux activer le bonus de ma civilisation, enfin de mon clan. Et ici, dans ce cas-ci, je pense que c'est le clan le plus puissant. En tout cas, c'est vraiment un pouvoir sympathique. Il vous permet de jouer une 4e carte héros, et peu importe sa valeur, sans regarder la valeur, on peut jouer une 4e carte héros et gagner le bénéfice de cette carte. Donc ça, c'est vraiment très très intéressant. En fin de tour, donc quand on a fini le tour, oui, à noter aussi qu'on peut aussi, mais on le fait rarement, c'est rarement intéressant, mais on peut aussi prendre un dé et le mettre sur cette case action. Là, on ne regarde pas la couleur, donc peu importe la couleur, et on gagne 2 bols de riz en faisant cette action. En fin de manche, qu'est-ce qu'on fait? On fait tout ça. Donc on regarde les points de victoire de chaque majorité. Donc chaque No Man's Land, on regarde qui a le plus d'influence, et on comptabilise les points de victoire. Ensuite, on peut gagner une des ressources qui est la plus une pièce.
Si on a construit des bâtiments ici, ben voilà, on peut gagner des ressources supplémentaires. Celui qui a le jeton de premier joueur le donne au joueur de son choix. En général, il va le garder parce que c'est quand même assez intéressant d'avoir le pion premier joueur. Puis ensuite, les joueurs, dans l'ordre du tour, peuvent acheter une ou plusieurs cartes héros. Donc, ils payent le coût qui est là. Ils reçoit la carte héros dans sa main, donc il pourra la jouer directement, hein, donc il y a plus, et il remplace la carte héros par la carte du dessus de la pioche et retourne. Donc cette carte-là ne s'achète pas, hein, on n'achète que là. Et il peut en acheter plusieurs, autant de fois s'il a assez de sous, il peut en acheter plusieurs. Et puis le suivant fait la même chose, etc. Ensuite, chaque joueur pioche une carte. Voilà. Alors maintenant, je dois encore vous expliquer. Donc, on fait ça 5 fois. Et à la fin, on calcule les points de victoire. Je vous ai expliqué en début de règle comment on calcule les points de victoire. Donc, plus besoin de vous expliquer. Maintenant, je dois encore vous expliquer la particularité de la version 2 joueurs et solo. En version 2 joueurs, en fait, le premier joueur, avant de prendre un de ses dés, prend un des dés qui est là et le place sur le plateau du joueur neutre, le mercenaire, et réalise l'action correspondante. Puis le deuxième joueur va, avant de prendre son dé, va également prendre un dé, va le placer sur le plateau du joueur mercenaire, il va pouvoir réaliser l'action correspondante. Et puis, quand ça sera au premier joueur de nouveau, il pourra prendre un dé et le placer chez le mercenaire pour réaliser l'action correspondante. Et c'est tout. Donc, le premier joueur, lors de son premier tour, prend un dé pour le mercenaire. Le deuxième joueur, lors de son premier tour, prend un dé pour le mercenaire. Et le premier joueur prend encore un dé. Et c'est tout. Le mercenaire ne reçoit que 3 dés, comme les joueurs, en fait. Et ensuite, on exécute l'action. Alors, c'est quoi l'action? Eh bien, l'action ici permet de retirer une des tuiles reliques de n'importe où. Donc, on le retire, on prend une autre du sac et on remet celle qu'on a retirée dans le sac. Ici, on en prend 2. On prend 2 tuiles, n'importe où, hein, sur le plateau, et on les place ici. Ça nous permettra que quand on va au marché noir, on peut, pour 2 pièces, aller chercher une des tuiles qui est ici, et en sachant que quand on reconstitue une relique complètement, eh bien, le joueur neutre va aussi augmenter son influence dans la piste correspondante. Donc, le joueur neutre va aussi jouer dans les pistes d'influence grâce à ceci. Ceci aussi, on va construire une tour radio sur un des No Man's Land. Là, on va mettre un de ses gouverneurs, et là, on pourra même payer 2 pièces pour placer une de ses ombres et retirer un gouverneur d'un adversaire. Pas de lui-même, mais d'un adversaire. Donc de son adversaire, puisqu'on joue à 2. Voilà, ça c'est le principe. À la fin d'une manche, il prend la dernière carte du présentoir. Et comme ça, à la fin du jeu, on va aussi calculer les sous qu'il a pu gagner, en sachant que s'il fait 13 ou plus, il gagne aussi 2 sous. Et donc, il jouera aussi dans la majorité pour les cartes héros. Voilà, ça c'est pour la version de joueurs. Et pour la version solo, en fait la version solo a des cartes comme ceci. Pour le premier, donc ça joue aussi en 5 tours. Premier et 2 tours, on a des cartes 1, 2, 3 et 4 tours, on a des cartes 3 cartes, et puis encore plus loin des cartes 5 tours, enfin 5e tour. Donc le premier et 2 tours, ben, qu'est-ce qu'on fait? On retire une carte, et quand donc le jeu du jeton premier joueur joue bien avec le joueur neutre quand on joue en solo. Donc soit lui a le jeton premier joueur, eh bien celui qui a le premier joueur prend un dé, réalise son action, et puis le deuxième donc prend un dé, réalise son action. Quel dé prendre pour le joueur neutre? C'est vous qui choisissez. Donc ça c'est assez sympa parce que vous allez vous-même devoir planifier un petit peu toutes vos actions et quel dé vous allez donner au joueur neutre, en sachant que si vous prenez par exemple le dé bleu, vous lui mettez le dé bleu ici, et en fait vous réalisez les actions des 2 autres. Donc c'est pas mal parce que ça vous permettra d'empêcher de réaliser une action, mais par contre de le laisser réaliser 2 autres actions. Donc là, vous allez quand même réfléchir à 2 fois.
avant de prendre la couleur du dé. Vous n'allez pas choisir que en fonction des dés que vous compterez prendre, mais aussi en fonction des actions, parce que certaines actions peuvent faire très mal et donc peuvent lui permettre de gagner des majorités. Et je peux vous dire que c'est tendu. Donc, et vous faites ça 3 fois pendant vos 3 tours. Donc, à la fin de la première manche, il y aura 3 dés sur ces cartes-là, et on aura chaque fois exécuté les 2 autres actions, en sachant que à la fin du tour, on va calculer le total de la valeur des dés qu'il a, et en fonction de ce total, j'ai pas pris la carte ici, mais il y a une carte qui indique ce qui fait. Donc plus la valeur sera grande, moins il vous ennuiera. Mais en général, vous voulez garder les grosses valeurs de dés pour réaliser votre action bonus de 13+, et vous allez lui laisser les petites valeurs, mais les petites valeurs seront encore plus ennuyantes. Donc des fois, vous allez vous sacrifier votre action bonus pour lui donner plus de valeur et l'empêcher de réaliser encore quelque chose qui va vous ennuyer. Voilà, c'était la dégustation et l'explication des règles de Demio. J'espère que le jeu vous a goûté. En tout cas, il nous a bien goûté. Donc c'est un jeu qui a un côté très très classique, puisque c'est un jeu de majorité, un jeu de draft de dés. Ce sont quand même 2 mécaniques qu'on voit souvent ces dernières années, qui personnellement ne me passionnent pas à outrance. Enfin, j'aime encore bien le draft de dés, mais les jeux de majorité, je préfère... voilà, ça me lasse, ça ne me passionne pas. Donc ça, c'est un petit peu dommage pour moi dans Demio, c'est pas ce qui va me transporter. Mais par contre, ces bonus qu'on va dégager quand on va construire des bâtiments, vous allez beaucoup jouer avec ça. Hein. Donc je vais vous montrer quelques bonus, comme ça vous vous rendez compte. Par exemple, celui-là vous permet de construire, de faire une action de construction. En plus, vous avez ce bonus-là qui vous permet d'engager un personnage, donc un gouverneur ou une ombre, avec un riz en moins. Vous avez ce bonus-ci qui vous permet de déplacer votre fouilleur et de prendre une tuile relique. Vous avez par exemple celle-ci qui vous rapporte 2 pièces, ou bien 2 riz. Celle-ci qui vous fait monter de 2 sur votre stock, etc. Donc chaque tuile bonus est très intéressante, et donc vous allez pouvoir jouer avec ça, en sachant qu'en plus les plateaux joueurs sont recto verso, et donc de l'autre côté vous allez avoir des bonus vraiment uniques qui vont accentuer la symétrie, et sur lesquels vous allez devoir jouer et vous fixer une certaine stratégie. Donc pas mal de variabilité dans les parties, évidemment, en plus des cartes. Hein. Les cartes, chaque partie, vous aurez des cartes différentes, donc ça vous amènera à des variabilités d'autant plus grandes dans vos parties. Et évidemment, ces cartes, c'est génial, quoi, parce que à votre tour, eh bien, vous allez optimiser ces cartes, vous allez bénéficier de ses pouvoirs, et là c'est là où le jeu explose, où vous allez bien réfléchir pour choisir la bonne carte, comment le bon dé, et optimiser tous ces bonus. Donc pour ça, le jeu est vraiment passionnant, avec évidemment une mécanique aussi déjà vue d'objectifs, mais elle marche bien, quoi. Elle est vraiment chouette, hein. Vous allez vraiment courir pour atteindre ces objectifs, tout en courant pour atteindre les majorités à chaque tour, avec ce jeu de cartes, avec ces bonus de bâtiments, en sachant que c'est aussi une petite mécanique de deck building, puisque vous allez acquérir des nouvelles cartes, les jouer, les défausser, remélanger votre défausse, repiocher dans votre... etc. Donc c'est une petite mécanique de deck building aussi. Donc ce jeu a un peu pris des tas de mécaniques dans tous les sens, mais finalement forme un tout cohérent. Un thème un petit peu absent, des illustrations sympas, mais surtout pour les cartes, je trouve que le plateau est un petit peu fouillis. Alors à noter que vous le voyez là, le jeu est disponible également
également avec une version figurine. Elles sont magnifiques. J'ai fait quelques photos, vous pourrez les voir sur le site. Donc une version figurine, mais une version aussi dans la boîte de base avec ces meeples en bois, aussi magnifiques. Personnellement, j'aime beaucoup tous ces meeples en bois. Je trouve peut-être un petit peu dommage que les ressources soient en carton, mais bon, ça c'est moi, mais moi j'aime bien les ressources en bois aussi, donc c'est un petit peu dommage comme les pièces, hein. Vous avez des pièces en carton, donc ça c'est un petit peu dommage, mais un jeu dans l'ensemble, vraiment une belle surprise, parce que j'ai fait quelques parties solo, le solo m'a pas passionné, mais tourne très bien et apporte quand même pas mal. Le petit souci du solo, c'est qu'il n'y a pas les cartes objectifs. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Ça offre un petit peu moins de variabilité et un peu moins de choix stratégiques. Mais sinon, bon, mais déjà la planification comme ça en solo avec ces cartes-là, c'est déjà pas mal. Donc voilà. Mais déjà à deux, le jeu tourne vraiment, malgré qu'il y a une petite adaptation des règles pour 2 joueurs, il tourne déjà à merveille. Et à 3 et 4, évidemment, un jeu de majorité à 3 et 4, c'est souvent fait pour ça. Donc vraiment un bon jeu avec des mécaniques très classiques, mais en même temps vraiment de la profondeur. Pas énormément de vues stratégiques, c'est plutôt de la tactique, puisque la stratégie c'est toujours la même, c'est réussir ses objectifs et ses majorités, mais vous n'allez pas pouvoir faire vraiment des axes stratégiques à vos parties différentes, à part les reliques. Donc il y a vraiment l'axe des reliques, si vous voulez vous concentrer sur les reliques ou sur vos bâtiments. C'est un petit peu ça. Si vous vous concentrez sur vos bâtiments, vous ferez 1 ou 2 reliques en cours de partie. Si vous vous concentrez sur vos reliques, vous allez peut-être pouvoir dégager pas mal de points de victoire sur vos reliques en jouant alors moins avec les bonus des bâtiments. Voilà. Donc un jeu vraiment très sympa. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Sinon, sinon je vous souhaite que vous ayez aimé ou pas. Je vous souhaite de bien vous amuser. Santé et à bientôt.